Rick Ness n'a pas fait preuve de prudence lorsqu'il a choisi Valhalla. Il n'a pas couvert ses risques, n'a pas réparti ses paris sur plusieurs coupes ou joué la sécurité avec des gains progressifs. Il s'est lancé à fond. Plus d'1 million de dollars ont été investis dans une seule idée. 4 mois entiers de la saison minière du Yukon ont été engagés sans hésitation et derrière tout cela, tout son avenir financier reposait sur la réussite de cette seule décision. Le plan lui-même était brutalement simple, en théorie presque décevant. Creuser en ligne droite à 150 pieds dans ce qu'il croyait être un ancien lit de rivière riche en or et extraire suffisamment d'onces pour renverser complètement la saison en un seul geste décisif. Mais la réalité n'a pas été à la hauteur. Au lieu de gravier chargé d'or, au lieu de cette couleur unique que les mineurs recherchent que l'opérateur de son excavatrice Bailey n'a cessé de tomber sur la même chose encore et encore. De l'argile. Pas seulement une couche, pas seulement une parcelle, mais 25 pieds solides d'argile morte et sans vie, s'étendant sur chaque trou de test qu'ils ont creusé. Mur à mur, pas de variation, pas de signal, pas d'or. Pas de couleur signifie pas de salaire. Et avec seulement 7 semaines avant que le Yukon ne gèle et ne ferme, tout ce genre de résultats ne fait pas que blesser. Il menace de mettre fin à toute la saison. Les chiffres de Rick sont plus clairs que toute autre chose. Il est assis à moins de 500 onces avec un objectif de 1800 onces. Il lui faut donc 1300 onces de plus en une fraction du temps qu'il a déjà utilisé avec une équipe qui tourne déjà à plein régime. Le calcul n'est pas facile, il ne laisse pas de place à l'optimisme. Et pour l'instant, après avoir dépensé plus d'1 million de dollars pour Valhalla, tout ce qu'il a à montrer, c'est de la terre et une horloge qui refuse de ralentir. 4 mois après le début de la saison à Dawson City, la situation a changé du tout au tout. Il ne s'agit plus d'un revers que l'on peut absorber ou d'un retard que l'on peut gérer. C'est le point de non-retour. Selon toute interprétation normale, l'objectif est hors de portée. Tripler la production en 7 semaines sans couche salariale confirmée et avec un équipement déjà poussé à ses limites n'est pas seulement difficile. Cela frise l'impossible. Mais Rick Ness n'a pas construit son exploitation à Duncan Creek en acceptant ce qui semble impossible à première vue. Valhalla n'a jamais été conçu pour être un jeu prudent. C'était un risque calculé, un pari massif placé sur la croyance que le même ancien canal qui a produit de l'or dans les vallées voisines continuerait à travers son terrain. D'un point de vue géologique, l'idée était sensée. La ligne rouge de cet ancien lit de rivière pouvait être tracée, cartographiée avec soin avant qu'un seul dollar ne soit dépensé. Sous Raleigh Valley et Vegas Valley, ce même système avait révélé une traînée de 50 pièces d'or grossier. Rick pensait qu'elle apparaîtrait ici aussi à peu près à la même profondeur sur 4 miles de ses concessions. C'est cette conviction qui justifiait le coût. Pas seulement le million de dollars, mais le temps, les salaires, l'usure des machines, le coût d'opportunité de consacrer une saison entière à un seul endroit. Valhalla n'était pas un projet secondaire. Il occupait tout parce que seul un projet de cette envergure avait le potentiel de livrer 1300 onces dans le temps qu'il restait à l'artiste. Mais la croyance ne change pas ce que le sol vous donne. Bailey a passé plus d'1 mois dans cette tranchée suivant la pente du canal supposé, perçant des trous d'essai à intervalles mesurés, vérifiant les bords, surveillant tout changement dans le matériau, remontant dans le godet. Tout changement de couleur, tout soupçon de gravier. Tout signe indiquant qu'il se rapproche. Et à chaque fois la réponse a été la même. Rien. Il creuse plus profondément. Toujours rien. Il se déplace à travers la tranchée. Il essaie à nouveau. 25 pieds d'argile sans fin en vue. Rick finit par descendre lui-même dans la tranchée pour la voir de ses propres yeux. Bailey l'accompagne à chaque point de test, montrant exactement où l'excavatrice a atteint ses limites, où l'argile commence, jusqu'où elle s'étend dans toutes les directions. La machine est déjà allée 25 pieds plus profond que prévu, poussée à la limite de ce qu'elle peut physiquement faire, et chaque godet est revenu identique. De l'argile lisse, sans caractéristiques, sans or. Pas de variation, pas de signal, pas de salaire. Bailey a testé chaque point de référence clé et la conclusion est inévitable. Le sol ne ment pas, toute cette zone est morte. Rick essaie là à regarder les parois d'une tranchée dont l'ouverture lui a coûté plus d'1 million de dollars. Quelque part sous cette argile, peut-être 10 pieds plus profond, peut-être 50, l'ancien canal pourrait toujours être là. L'or pourrait toujours se trouver exactement là où il l'avait prédit. Sa lecture géologique n'est peut-être pas fausse. Elle n'était simplement pas assez précise. Et dans les mines d'or être proche,
est la même chose que se tromper, parce que la proximité ne met pas l'or dans la boîte à glaçons. Pendant que Rick absorbe le poids de cette prise de conscience à Duncan Creek, une autre course contre la montre se déroule à quelques kilomètres de là. Parker Schnabel fait face à sa propre crise au Golden Mile. Et c'est une crise qui ne vient pas du sol, mais de l'horloge. Parker poursuit 10 000 onces cette saison, un objectif qui ne laisse aucune place au temps perdu ou à l'équipement immobilisé. Sa stratégie est claire et calculée. Il a fermé ses 2 principales usines de lavage, Lucifer et Big Red à mi-parcours, non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'il avait besoin d'extraire la terre payante restante de la fosse et de la mettre en piles massives prêtes à être traitées. La logique est efficace, extraire d'abord tous les matériaux aurifères du sol, puis faire fonctionner les 2 usines à pleine capacité dans la dernière ligne droite. Débit maximal, efficacité maximale, hors maximale à la ligne d'arrivée. Les piles sont prêtes empilées comme de petites collines attendant d'être traitées. Mais Big Red doit maintenant être déplacé à 1 kilomètre dans la vallée pour s'asseoir à côté de ces matériaux. Et chaque heure d'inactivité de l'usine, chaque minute qu'elle passe sur une remorque, au lieu d'aller chercher de l'or, c'est de l'or qui reste enfermé dans le sol au lieu de s'écouler à travers le sluice. Le problème, c'est le timing. Tyson, la personne qui a le plus d'expérience pour déplacer cette usine, est absent pour assister au mariage de sa sœur. Personne ne remet en question cette décision. La famille passe avant tout. Mais dans le secteur minier, le timing est primordial et la responsabilité incombe à Brennan Rouault. Brennan est expérimenté, stable, capable de se tenir derrière un équipement lourd, mais même lui admet la pression. Il n'a pas déplacé Big Red depuis 5 ans et un travail comme celui-ci ne pardonne pas l'hésitation ou l'erreur. En se rendant à l'aéroport, Parker laisse derrière lui une simple instruction qui a un poids énorme: ne pas casser la station de lavage. Brennan comprend exactement ce que cela signifie. Les enjeux sont clairs et la marge d'erreur est presque inexistante. Il fait équipe avec le mécanicien Alec Kelly pour déplacer Big Red, une machine qui pèse 50 tonnes et mesure 21 pieds de haut. La sortir de la remorque et la mettre en place n'est pas seulement une tâche technique, c'est aussi un risque. Brennan doit amener son excavatrice de 58 tonnes au bord d'une chute de 50 pieds, l'avancer et la descendre avec précaution le long de la pente, l'utiliser pour pousser l'énorme plante sur le côté afin de la mettre en place. Une erreur, un mauvais calcul, et l'excavatrice pourrait passer par-dessus le bord. Il se déplace lentement, délibérément, chenille par chenille, contrôlant chaque centimètre de mouvement. Et d'une manière ou d'une autre, il l'enfile parfaitement. La plante s'installe sur son socle. Pendant un moment, on a l'impression que la partie la plus difficile est terminée. Mais Alec vérifie alors l'empileur radial, le système de convoyage de 200 pieds qui alimente Big Red en gravier, et découvre quelque chose qui change tout à nouveau. Les attaches métalliques qui maintiennent la bande sont presque détruites. 4 coutures sont gravement endommagées. Si l'une de ces attaches cède pendant que l'usine fonctionne, la bande entière pourrait se déchirer, ce qui entraînerait une fermeture bien plus grave qu'une réparation planifiée. La décision est immédiate, même si elle fait mal. La courroie doit être remplacée avant de pouvoir démarrer. Il n'y a pas de solution sûre. Et cette réparation prendra 6 à 8 heures, poussant Brennan au-delà de la date limite fixée par Parker pour l'équipe de nuit. Cela signifie perdre une journée entière. 24 heures de temps d'arrêt avec une usine entièrement positionnée qui reste inactive à côté de piles de paye prêtes à fonctionner. Et dans une saison où chaque gramme compte, où chaque heure compte, cette journée perdue semble plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Parce que parfois dans les mines, ce n'est pas seulement le sol qui décide de votre destin, c'est le temps. Chaque heure où Big Red ne fonctionne pas est de l'or qui reste dans la pile au lieu d'être dans la salle d'or. Ces 24 heures ont une valeur monétaire réelle et c'est une valeur douloureuse. Brennan ne fait pas d'économie de bouts de chandelle. Il accroche la nouvelle courroie correctement, vérifie chaque connexion et fait fonctionner Big Red proprement. Nous avons obtenu notre courroie ensemble. Je suis vraiment satisfait. Les gars sont impatients et il va prendre le Kenworth blanc là-bas et le brancher à ce gare-là. Lorsque Parker revient, le retard est reconnu des 2 côtés. Brennan soutient la décision de remplacer la courroie plutôt que de risquer une défaillance en cours de route. Parker revient en avion et examine personnellement l'installation, position des tampons, état de la courroie, alignement de l'installation. Le travail est bien fait, une mise en place propre sans raccourci. Malgré la journée perdue, Parker est satisfait de l'exécution et le dit directement. Big Red est de nouveau en train de courir le Golden Mile. Parker est de nouveau en course.
Et Rick Ness est toujours debout dans un trou d'argile à Duncan Creek, essayant de comprendre ce qui va se passer ensuite. La recherche d'une âme dans le Yukon. La couche salariale est toujours là, c'est presque certain. L'ancien canal passe sous le Valhalla. La géologie le prouve ainsi que l'exploitation prouvée dans les vallées adjacentes. Et rien de ce que Bailey a trouvé dans ses trous d'essai ne le réfute. C'est simplement plus profond que ce que l'équipement de Rick peut atteindre cette saison. Pour aller sous l'argile, Bailey aurait besoin d'une profondeur d'excavation supplémentaire de 25 pieds que la machine ne peut pas fournir actuellement. Pour y arriver, il faudrait reconfigurer complètement la coupe. Le Yukon ne donne pas de prolongation. Dans 7 semaines, cette saison se termine peu importe où s'arrête la couche d'argile. Rick décrit ce moment comme une gifle en pleine figure. Il connaît la quantité de travail que son équipe a consacrée à cette coupe et le résultat en argile l'oblige à se demander si tout cela en valait la peine. Cette question n'a pas de réponse claire à ce stade de la saison. Bailey est solide. Les 7 membres de l'équipe ont travaillé d'arrache-pied toute la saison. Ils ont déplacé plus de terre que certaines opérations en une année complète. Ils se sont présentés à chaque poste, ont fait fonctionner l'équipement à plein régime et ont fait tout ce que Rick leur a demandé. Ce n'est pas l'effort qui est en cause. L'exécution n'est pas le problème. Le terrain a donné un résultat que personne n'avait prévu, et c'est le seul problème qui compte maintenant. Rick reste un long moment devant la coupure puis demande à Bailey 1 minute seul à seul. Il s'éloigne pas visiblement en colère, mais ayant clairement besoin d'espace. Ce qui se passe dans sa tête n'est pas quelque chose qu'il peut traiter en public. Il a tout misé sur Valhalla, il a mis son propre argent et son propre nom sur le pari, et maintenant la coupe lui dit que ça ne va pas payer cette saison. Il ne s'en prend pas à Bailey, il ne jette pas l'équipement, ou ne commence pas à attribuer des responsabilités. Il revient reconnaître l'honnêteté du rapport de Bailey et commence à réfléchir aux options restantes, mais il porte seul le poids réel de la situation. Rick admet ouvertement que personne ne sait ce qui se cache sous l'argile, et que l'opération doit trouver rapidement sa prochaine action. Et voici ce qui complique les choses. Rick a une idée de ce qui se cache sous l'argile. Il étudie ce terrain depuis des années. Il pense que le salaire est là. Ce qu'il ne sait pas, c'est s'il y a une voie à suivre cette saison. Et la réponse avec 7 semaines au compteur et une pelleteuse au maximum de ses capacités est presque certainement non. Non pas parce qu'il veut le leur cacher, mais parce que le fait de le dire à voix haute le rend réel d'une manière dont il ne peut pas revenir en arrière. Je n'ai jamais vraiment été du genre à être écarté de quelque chose quand je n'étais pas prêt, mais peut-être que je ne devrais pas le voir de cette manière, je ne sais pas. Rick a dit explicitement qu'il n'en parlait pas avec son équipe, qu'il n'en parlait à personne, parce que dès qu'il en parlait à voix haute, cela devenait réel. Et une fois qu'elle devient réelle, il perd la capacité de contrôler sa réaction. 7 personnes comptent sur lui pour avoir un plan. Les prêts de matériel ne s'arrêtent pas pour les couches d'argile. Les fournisseurs ne se soucient pas des anomalies géologiques dans la section Valhalla. Rick est celui qui a parié gros, ce qui signifie que Rick est celui qui doit trouver une solution à travers les mathématiques, les options. La question très spécifique et très difficile de ce que les 7 prochaines semaines peuvent réellement produire. Rick dit qu'il peut gérer cela qu'il l'a fait, mais que certains jours le poids est tout simplement trop important. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un homme qui a porté seul un problème d'1 million de dollars pendant des semaines, refusant de le laisser s'effondrer devant les 7 travailleurs qui dépendent de ses décisions. Il a absorbé une pression qui briserait la plupart des gens, et il se présente chaque matin pour trouver une solution. Les véritables enjeux, Rick et ses venus au Yukon pour construire quelque chose de durable et non pour toucher un chèque de saison et rentrer chez lui. Il l'a dit clairement, il veut exploiter une mine jusqu'à ce qu'il ait 100 ans sur son propre terrain en faisant ses propres appels sans avoir à rendre de compte à personne d'autre que le terrain lui-même. Il n'est pas venu ici pour gérer des opérations de quelqu'un d'autre ou pour faire des saisons sûres. Il est venu pour construire quelque chose de réel, de permanent et d'entièrement à lui. Valhalla était censé en être la preuve. Il ne s'agit pas d'une saison de récupération ni d'une saison de survie, mais d'une percée. L'année qui a démontré que les revendications de Duncan Creek étaient tout ce que Rick croyait, et que le pari de devenir indépendant était la bonne décision depuis le début. Rick l'a dit lui-même en des termes très durs. Toute cette entreprise de Valhalla, dit-il, pourrait être la chose qui rend sa vie formidable ou la chose qui la ruine complètement. Il n'y a pas de juste milieu dans cette déclaration, et il ne la prononce pas pour l'effet dramatique. Il fait le calcul à haute voix. 1 million de dollars engagés dans une coupe qui produit de l'argile. C'est une claque dans la figure, mec.
Je sais qu'on a fait tout ce travail, mais est-ce que ça en vaut la peine? D'accord, donnez-moi une minute. Ouais, moins de 500 donces dans la salle d'or. 1300 donces sont encore nécessaires. Il reste 7 semaines. Les chiffres ne s'adoucissent pas quand on les dit à haute voix. Eric n'a jamais été le genre d'homme à détourner le regard. Tony Beats se présente à Duncan Creek à l'improviste cet après-midi-là. Tony accompagne Rick dans le Vegas Valley Cut, une section ouverte la saison dernière qui a mis à nu un plateau rocheux tombant de 50 pieds dans un canal naturel. Le taux de rémunération au fond est d'environ 3 pour 1. Il n'est pas nécessaire de forer. La structure est déjà ouverte et lisible. Tony étudie le sol du Yukon depuis des décennies suffisamment longtemps pour avoir vu tous les aspects possibles de cette situation. Il ne perd pas de temps avec les zones mortes. La vallée de Vegas contient de l'or. L'exposition le prouve. La question n'est pas de savoir si le terrain vaut la peine d'être exploité, mais si Rick peut mobiliser les ressources nécessaires pour le faire à l'échelle requise. Tony ne mâche pas ses mots. Pour attaquer correctement la vallée de Vegas, il faut y aller en force dès le premier jour. 10 camions au minimum, peut-être 15, voire 20, fonctionnant tous en même temps. Un capital important est engagé avant qu'une seule once ne sorte du sol. Si vous vous lancez à la légère, le strip ratio vous dévore tout cru avant que vous n'atteigniez la rémunération. Tony résume la réalité simplement. Il faut beaucoup d'or pour extraire de l'or d'un terrain comme celui-ci. C'est un euphémisme très confortable compte tenu de la position actuelle de Rick. Rick écoute attentivement. Il est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour savoir lire entre les lignes. Vegas Valley est une réalité, mais Rick, dans sa position actuelle, ne peut probablement pas l'attaquer à l'échelle dont elle a besoin. Pas cette saison. Peut-être. Pas la saison prochaine non plus, en fonction de la façon dont celle-ci se termine. Ensuite, Tony soulève quelque chose de complètement différent. 50 millions de dollars, c'est ce que pourrait se valoir au cours actuel de l'or, les 4 miles de concession de Rick à Duncan Creek. Tony évoque l'idée d'une vente non pas comme une menace, non pas comme un argument, mais simplement comme un chiffre qui mérite une réponse sérieuse. Le Yukon regorge d'hommes qui ont raison pour l'or, mais qui se trompent de moment. Des hommes qui avaient le meilleur terrain sur la crique, qui étaient absolument corrects sur ce qu'il contenait, et qui se sont quand même retrouvés à court de capitaux avant d'avoir pu le prouver d'une manière qui leur a rapporté de l'argent. Un acheteur sérieux comprendrait exactement ce qu'il achète. Le paiement prouvé, la cartographie des canaux 4 miles de revendication documentée, et aurait le capital nécessaire pour s'attaquer à Vegas Valley à l'échelle requise. 50 millions de dollars, 7-0. Tony présente son dossier et le laisse reposer. « Hey, tu ne veux pas devenir un vendeur. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais, je ne sais pas. Parfois, je me pose des questions. Eh bien, mettez un prix sur la table. Laissez-moi mettre. 1. Vous mettez un prix sur la table. Oui, mettez un prix sur la table. Alors vous savez. » Rick écoute chaque mot. Il remercie Tony, lui serre la main et le regarde repartir sur la route de la vallée. Puis Rick reste là seul dans l'après-midi du Yukon avec ce numéro quelque part dans la tête. Quand est-ce que c'est assez? Rick a décrit l'expérience d'avoir un chiffre comme 50 millions de dollars devant lui comme étant véritablement difficile à traiter. Il est difficile de renoncer à une sortie garantie lorsque l'alternative est de travailler 7 semaines de plus pour atteindre un objectif qui, selon les calculs, est presque inaccessible. Rick n'est pas un homme qui est poussé hors des choses avant qu'il ne soit prêt. Il a construit toute sa carrière sur cette qualité. Le refus de plier quand la pression monte, la capacité à tenir une position et à travailler jusqu'au bout. Lorsqu'il a pris son indépendance et jalonné Duncan Creek, tout le monde connaissait le risque. Il l'a pris quand même. Lorsque les premières saisons ont été maigres, il a tenu bon. C'est ce qui s'est passé au cours des 12 dernières années. Mais la question qu'il se pose aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut se coucher, mais si la géométrie de la situation a changé. Les 50 millions de dollars de Tony ne sont pas une attaque contre la confiance ou le jugement de Rick. C'est une sortie légitime. Une sortie qui effacerait la dette, couvrirait l'équipe et permettrait à Rick de repartir avec quelque chose de réel, au lieu de mener une bataille de 7 semaines qu'il ne peut probablement pas gagner sur la seule base des chiffres. À quel moment le fait de tenir la ligne cesse-t-il d'être la bonne décision? Rick décrit un schéma qu'il rencontre régulièrement. Chaque fois qu'il a l'impression de prendre de l'avance quelque chose, le pousse à revenir au point de départ. Il ne s'apitoie pas sur lui-même dans sa façon de présenter les choses. Il s'agit d'un bilan honnête de 14 saisons passées à courir après un terrain qui semble toujours nécessiter une année supplémentaire d'investissement avant de porter ses fruits. Il ne quitte pas le terrain. Le Valhalla est toujours réel. La couche payante existe toujours.
La saison prochaine, avec le bon équipement et la bonne approche de cette barrière d'argile, l'ancien canal sera accessible. Rick en est persuadé. Il n'a pas cessé d'y croire. Croire en la Terre et survivre à la saison actuelle sont deux problèmes différents. Et il a 7 semaines pour résoudre les deux. Rick a commencé cette saison en voulant tout emporter. Au lieu de cela, il se pose maintenant une question beaucoup moins importante. Pourra-t-il survivre financièrement assez longtemps pour atteindre le point où l'or commencera à revenir? Il est arrivé au Yukon à l'âge de 30 ans, il y a 14 ans. Depuis, il a fait la blague du vieillissement de 40 ans. Il ne semble plus la trouver drôle. Le numéro de Tony est toujours là quelque part. Bailey est toujours dans la coupe. Le gel est dans 7 semaines. Comme ce matin, le pari Valhalla de Rick Ness, d'une valeur d'1 million de dollars, est en train de s'effondrer. Et la seule personne capable de le remettre sur pied se tient seule au bord d'une coupe étouffée par l'argile. Le regard fixé sur un trou qui aurait dû être plein d'or. L'or est réel. Le sol est réel. Le prix à payer pour y parvenir est réel. Si vous voulez voir exactement comment cette saison se terminera pour Rick, pour Parker et pour tous les membres de l'équipage qui travaillent encore dans le Yukon, abonnez-vous et appuyez sur la sonnette. Parce que rien de ce qui va arriver ne va être facile.